Bonjour à toutes et à tous. Assurément, la journée du 1er mai 2020 ne sera pas tout à fait comme les précédentes. La crise sanitaire qui paralyse l'économie mondiale est inédite, mais pour autant, depuis que cette grande manifestation internationale a vu le jour en 1890, les difficultés n'ont pas manqué. Et dans la mesure où cette journée ne commémore rien et ne parle que du futur, comme nous le rappelle l'historienne Danielle Tartakovsky, n'hésitons pas à puiser dans le passé l'énergie pour construire le jour d'après. Petit retour en arrière. Jusqu'en 1864, le délit de coalition, c'est-à-dire le fait pour des individus de s'entendre pour obtenir certaines mesures, est réprimé par les articles 414 et 415 du Code pénal de 1810. Ainsi, des ouvriers cessant collectivement le travail risquent de 1 à 3 mois de prison, les meneurs de 2 à 5 ans. La coalition patronale pour réduire les salaires est aussi interdite, mais la similitude s'arrête là, puisque les patrons ne s'exposent qu'à une amende et à une peine d'emprisonnement allant de 6 jours à 1 mois. Et bien évidemment, ce délit a tendance à frapper plus systématiquement les ouvriers que les patrons. La loi Olivier, adoptée le 25 mai 1864, abroge ce délit de coalition. Le droit de grève est désormais toléré, mais cette mensuétude trouve vite ses limites, y compris après l'avènement de la Troisième République. Les mobilisations sociales, encadrées par l'armée et la gendarmerie, s'achèvent souvent tragiquement. Le 1er mai 1891, l'armée ouvre le feu contre une manifestation de grévistes à Fourmies, dans le Nord. 35 personnes sont blessées, 9 périssent. Le plus jeune, Émile Cornaille, n'avait que 11 ans. L'émotion considérable qui traverse alors l'opinion publique n'empêche pas, quelques semaines plus tard, la justice de condamner 11 de ces manifestants à des peines allant de 2 à 12 mois de prison pour rébellion, violence à agent et entrave à la liberté du travail. La violence s'exprime également par l'ampleur des dispositifs répressifs. Ainsi, pour le 1er mai 1906, journée particulièrement suivie pour l'obtention de la journée de travail de 8 heures, on recense rien qu'à Paris, en plus de la police municipale et des brigades de réserve, pas moins de 40 bataillons d'infanterie, 32 escadrons de dragons, 10 de chasseurs, 5 de hussards et 1 de cuirassiers, soit en tout des dizaines de milliers de soldats. Mais l'arme la plus dissuasive reste sans doute entre les mains patronales. En effet, la justice considère que la grève constitue un motif valable de rupture du contrat de travail par l'employeur. Le droit de cesser le travail pour défendre ses droits et ses revendications trouve là une puissante limite. Il est cependant d'usage, dans bon nombre d'entreprises, de tolérer la grève du 1er mai. Mais le bon vouloir patronal peut changer, comme en 1936. Cette année-là, la direction de l'usine Breguet du Havre décide de licencier 2 militants ayant fait grève le 1er mai. Bien mal lui en prit. En solidarité, les salariés débrayent et occupent l'usine, contraignant la direction à réintégrer les 2 ouvriers et à payer les jours de grève. Cette victoire totale, en 2 jours, donna le signal d'une vague de grève et d'occupation dont les conquêtes sont encore inscrites dans notre quotidien. La revanche patronale fut prise 3 ans plus tard. La grève générale du 30 novembre 1938, contre la remise en cause des 40 heures hebdomadaires, s'achève par une répression féroce. 800 000 ouvriers sont licenciés, le réembauchage écarte systématiquement les meneurs. En janvier 1939, 15 000 militants sont toujours privés d'emploi et 500 sont toujours face à la justice. Cette Saint-Barthélemy syndicale est telle que la CGT n'appelle pas à faire grève le 1er mai 1939 par peur des représailles. Cette situation n'évolue qu'après la Seconde Guerre mondiale. Conformément à la Constitution de la 4e République du 27 octobre 1946, l'article 4 de la loi du 11 février 1950 entérine le fait que la grève ne rompt pas le contrat de travail. Mieux, Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Protection sociale, ainsi que secrétaire général de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, obtient par 2 lois de circonstance, en 1946 et 1947, que le 1er mai soit un jour férié et chômé. Il tranche ainsi nettement avec le régime de Vichy qui, après avoir interdit les grèves en décembre 1940, décide d'instituer le 1er mai comme jour férié, fête du travail et de la concorde sociale.
tombant le jour de la Saint-Philippe, le 1er mai, devient une journée à la gloire du maréchal Pétain. Celles et ceux qui refusaient la collaboration et l'occupation nazie ont contesté cette tentative de récupération en diffusant des tracts, des papillons, en appelant à cesser le travail ou à se rassembler, comme en zone libre le 1er mai 1942, ou à l'appel du Conseil national de la résistance le 1er mai 1944, et cela toujours au péril de leur vie. La loi du 29 avril 1948 inscrit définitivement dans le Code du travail le 1er mai, comme étant un jour férié et chômé. Si cette date est désormais reconnue, elle n'est pas pour autant acceptée dans les faits. Dans le contexte de guerre froide et des guerres de décolonisation, les défilés sont en effet interdits à Paris à partir de 1954. Mais la CGT n'hésite pas à braver cette interdiction en dépit de la répression policière. Il faut attendre le 1er mai 1968 pour que les organisations syndicales soient de nouveau autorisées à manifester dans les rues parisiennes. La reconnaissance juridique de cette journée est toutefois paradoxale. Elle facilite la participation des travailleurs, mais la prive en même temps de ce qui faisait sa force face au patronat et au gouvernement, à savoir la grève. Cette institutionnalisation affaiblit sa portée revendicative et aiguise les appétits de récupération. Ainsi, à partir de 1988, le Front National retient cette date pour défiler en l'honneur de Jeanne d'Arc et afficher un pseudo-discours social. Dans le même sens, Nicolas Sarkozy a rassemblé ses partisans sur le parvis du Trocadéro à Paris le 1er mai 2012, à quelques jours du second tour des élections présidentielles, pour une vraie fête du travail, entre guillemets, et un discours violemment antisyndical. Enfin, ces dernières années, les violences policières ont de nouveau émaillé les défilés du 1er mai. En 2018, Alexandre Benalla et consorts se sont illustrés, tandis qu'en 2019, les forces de maintien de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène contre le carré de tête de la manifestation, créant ainsi un dangereux précédent. En guise de conclusion, l'histoire en témoigne. Défendre ses revendications à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs a été un droit durement conquis. En dépit des difficultés, le mouvement social n'a jamais renoncé à se saisir de cette date pour se faire entendre, pour partager ses valeurs et ses propositions économiques et sociales. Alors oui, en 2020, plus que jamais, construisons ensemble le jour d'après, dès le 1er mai.